Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première série d'épisodes du podcast Les Voix du CCJ qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'UMR 8173, Chine, Corée, Japon. Aujourd'hui, dans cette série de 5 épisodes intitulée Correspondance, nous nous plongeons dans la découverte du double volume 41-42 de la revue Études chinoises s'intéressant à la correspondance personnelle d'un couple de cadres chinois entre les années 1960 et 1980. Bienvenue à toutes et à tous pour ce 3e épisode de la série Correspondance, intitulé S'aimer, être proche, construire et reconstruire un couple. Lors du premier épisode, on a déjà beaucoup parlé de ce couple qui est au cœur de la correspondance. On a également vu que cette correspondance s'étend à une famille beaucoup plus large et on a vu que la correspondance enjambait des périodes qui se retrouvent être très différentes entre le début des années 60 et puis le milieu des années 80. Ça interroge à travers ce couple spécifique, qu'est-ce que c'est que de faire couple, qu'est-ce que c'est que d'être une famille dans ces conditions particulières qui ont évolué au cours de la correspondance. Situation qui est particulière du fait de la séparation récurrente entre le mari et la femme, ce qui pose bien sûr la question des enfants, de leur éducation, de où ils se situent géographiquement. Ce qui pose la question de comment faire couple, comment faire famille dans ce type de situation où il y a des séparations qui sont récurrentes entre le mari et la femme et où l'enfant est placé à plusieurs reprises, le premier enfant, auprès des grands-parents pour différentes raisons. En quoi est-ce que cette situation est spécifique ou plutôt révélatrice de certaines périodes qui traversent, que le corpus traverse, et en quoi est-elle spécifique des personnages que nous étudions? Effectivement, une question déterminante, et à partir de l'échange épistolaire, on découvre un couple, une famille, des liens, des attachements qui se construisent, qui se défont, qui doivent être réparés. Et au début, donc avec Fiorella Bourgeois, on a travaillé sur la période 61-66, en découpant cette période en deux, enfin entre les deux corpus dont on a parlé dans l'introduction, donc 61-62, pour lesquels on dispose des lettres écrites par le mari à son épouse, puis 63-66 où on a les lettres de Jian Yuan. Et en fait, on trouve dans la période 61-62 un couple qui est en train, et à travers toutes ces périodes en fait, un couple qui est en train de chercher les moyens de s'aimer, de se faire confiance, de s'entraider, de se pardonner, de définir aussi au tout début qui ils sont l'un pour l'autre, de se présenter en fait l'un à l'autre, et de parler de qu'est-ce qu'ils peuvent construire ensemble. Et donc pour les lettres 61-62, où cet enjeu est particulièrement présent, on voit que l'époux, qui est un membre du Parti communiste, un membre exemplaire du Parti communiste, il soumet beaucoup l'éventualité d'entrer en relation à Jian Yuan à l'avis de ses collègues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a rompu avec sa précédente petite amie. Et en fait, il fait beaucoup référence, et la façon dont il se présente, la façon dont ils se présentent l'un à l'autre dépend également beaucoup de qui ils sont aux yeux du parti, et c'est beaucoup ce que met, en particulier Ting Shang met vraiment ça au premier plan, sa façon de se définir lui-même, de ce qu'il est capable de faire et de promettre, et les projets qu'il envisage, prend beaucoup appui sur des catégories publiques, sur l'idéologie du parti, et il le place vraiment ça comme des fondements à son amour et des fondements au couple qu'il est possible de construire. Et si je peux lire un extrait de lettre qui a été écrite le 27 juin 1961. « Quant à pourquoi je veux t'aimer, c'est clair et simple. Nous avons vécu ensemble pendant 5 ans, donc à l'université. C'est le fondement sur lequel repose notre compréhension et notre confiance réciproque. Nous avons tous deux confiance dans le parti, nous souhaitons travailler pour le parti, nous souhaitons bien progresser sous l'éducation du parti. Ces dernières années, nous avons beaucoup progressé. C'est d'abord le résultat de l'éducation du parti. C'est notre base idéologique. Bien que tu aies des défauts, que j'ai aussi des défauts, c'est vraiment là le fondement de notre entraide et de notre progression commune. » Donc là, en fait, il y a vraiment cet enjeu. C'est
la référence au parti devient un moyen pour commencer à construire et pour promettre des choses pour le futur. Schéma vient de mettre l'accent sur un point fondamental de ce groupe. Ce petit extrait nous permet justement de bien situer le couple, notamment l'homme et disons son horizon d'attente. Il faut comprendre, je pense, que ce n'est pas n'importe quel couple, mais un couple diplômé, voire surdiplômé pour l'époque, parce qu'on est dans un pourcentage de la population infime, vraiment diplômé d'université à l'époque. Donc un membre du parti en plus. Donc il se voyait, sa vision du couple découler un peu de ce futur qu'il a préparé pour lui-même, donc c'est-à-dire que d'avoir une épouse politiquement, sinon à son égal, au moins compatible, et cette double exigence placée sur la femme va structurer leur relation de façon assez pérenne. Donc on voit, dans mon article, j'ai évoqué cette vision du couple comme camarade et compagne, à la fois quelqu'un qui vraiment un être intime avec qui on va partager sa vie, mais aussi vraiment une camarade dans le sens politique du terme. Donc ça, c'était un peu au début de la relation, c'est cette vision que l'homme avait de la relation. Avec Chouilly, dans notre article avec Léo Chouilly, ce qui nous a intéressé, c'est de travailler sur le terme de suicide, donc de l'étude, qui est un terme, donc on peut traduire par étudier ou étude, qu'on retrouve tout au long de la correspondance, et sur certaines périodes en particulier, dont je vais revenir, mais d'abord pour dire pourquoi on s'est intéressé à ce terme, c'est que s'il est aussi présent dans la correspondance à la fois de la femme et de l'homme, c'est qu'à travers ce terme, donc voilà, c'est quelque chose de transversal à notre groupe, on part aussi de termes et d'essayer de comprendre comment dans le langage disponible, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce langage-là, au moins essayer de décoder un peu à travers les différentes lettres. Qu'est-ce que, à travers l'étude, le couple s'exprime, comment est-ce que ce terme peut exprimer différentes choses. Donc en fait, l'étude à ce moment-là, c'est à la fois apprendre des connaissances techniques, pratiques. Ils sont toujours en formation en fait. Ils ont une vie professionnelle qui les occupe énormément. Donc, ce sont des connaissances sidérurgiques, métallurgiques, voilà, tout ce qu'ils apprennent dans leur unité de travail. C'est aussi apprendre à lire les textes de la pensée de Mao notamment. Et donc, ils s'échangent des lectures. Ce test aussi évalue les connaissances de l'un et l'autre. S'assure aussi à certaines périodes un peu tendues politiquement que leur pensée politique est correcte, que les textes qu'ils lisent, c'est aussi une manière d'échanger sur, alors qu'ils sont très éloignés, sur là où ils en sont idéologiquement, d'essayer donc il y a toute cette dimension sur laquelle je reviendrai peut-être. Il y a aussi le fait d'apprendre d'eux, apprendre de quelqu'un, et là les modèles révolutionnaires, l'aspect exemplaire est assez présent. Donc il y a des modèles qui peuvent être, pour dire le plus connu, Lei Fang, qui est ce révolutionnaire héroïque qui peuvent évoquer de temps en temps dans la correspondance comme des modèles à suivre. Ting Shang est pour certains membres de la famille de Zheng Yuan aussi un modèle à un moment donné du fait qu'il c'est un cadre du parti, donc que c'est quelqu'un de qui on doit apprendre.
avec toujours ce cadre qu'il faut apprendre pour se réformer, pour être un meilleur révolutionnaire, mais pour John Yuan aussi, d'être un meilleur révolutionnaire, apprendre à être un meilleur mari, être un bon... C'est-à-dire que si on est un bon... Il y a une espèce de transversalité de l'exemplarité, que si on est un bon révolutionnaire, on est aussi un bon conjoint, un bon père, etc. Et donc, ce terme-là, dans la correspondance qu'on a analysée avec Shui, donc plutôt entre 61 et 67, donc avant la révolution culturelle, au début de leur couple. En fait, donc il y a 3 périodes. En 61, quand ils sont en apprentissage, où là, cette étude est vraiment très concentrée sur des choses pratiques, ils apprennent tous les deux ensemble à être des bons travailleurs, à lire des bons textes. Donc voilà, il y a un aspect très matériel à cette étude en 61. Avant l'épisode de la gifle, donc le fameux... Et en 64, à ce moment-là, il y a des lettres de John Yuan qui sont remplies en fait de ce terme-là et qui peuvent évoquer 2 choses. À la fois, c'est une manière de reprocher à Tingsheng des aspects sur lesquels il manque d'exemplarité, et notamment le couple, et donc son défaut d'apprentissage dépeint sur le couple, et aussi une injonction dans les périodes d'accélération révolutionnaire des campagnes, à lire des textes pour se protéger. Cette injonction à l'exemplarité montre qu'il y a une pression on va dire politique qui sont posées sur ce jeune couple. Et un point que Shaima a évoqué tout à l'heure, c'est que Tingsheng a demandé l'avis de ses collègues sur ses relations personnelles et amoureuses. Et c'est un changement qui est intervenu justement dans la période maoïste. C'est que l'histoire des couples qui se forment à leur propre initiative et qui s'appuyait, disons, sur une infrastructure de socialisation, c'est quelque chose d'assez récent en Chine. Ça a plus commencé au début du XXe siècle. Et en fait, avec l'arrivée du pouvoir communiste, un changement qui s'est opéré, qui s'inscrit dans une continuité, bien sûr, mais qui s'est opéré à ce moment-là, c'est que les mariages étaient avant, traditionnellement, souvent conclus par les parents, par l'intermédiaire d'une entremetteuse. Et ce qu'on voit, en fait, à travers la correspondance, ce qui a été soulevé déjà dans l'historiographie, c'est que les institutions étatiques remplacent, ou en tout cas prennent en charge une partie de ses responsabilités parentales. Donc en fait, un mariage doit être validé aussi par le parti. On voit dans la correspondance, parce qu'il n'y a pas que ce couple, il y a aussi d'autres couples, des relations qui ont été défaites du fait que leurs supérieurs, notamment une sœur de John Yuan, a eu quelques mésaventures dans sa vie amoureuse parce que son supérieur invalidait le choix de conjoint. C'est un aspect assez important. Mais on voyait aussi dans cette période un couple se construisait en faisant des choses ensemble. Et peut-être Ningsi pourrait justement nous dire plus sur leur pratique. Donc rebondir sur ce que tu viens de dire et justement signaler que cette évolution du cadre ou de ce qu'on imagine comme étant ce qui permet de se lier à l'autre, cette évolution qui passe, comme tu le disais, de la famille au parti en termes de choix du conjoint, justement, pour Tingsheng, c'est prendre la meilleure décision qu'il peut, le fait de faire référence au parti, de demander à ses collègues, tandis que pour John Yuan, justement, c'est un élément qui pose problème et une des sources du manque de confiance qu'elle a vis-à-vis de lui. Et justement, elle lui dit, si tu as rompu avec ton ancienne copine parce qu'elle n'avait pas reçu l'approbation des membres du parti, comment je peux te faire confiance puisque tu as déjà commencé, tu lui avais promis certaines choses, etc. Et donc c'est vraiment les bases de comment construire une confiance et l'évolution de ce cadre normatif de manière plus générale qui vraiment est une problématique
qui traverse tout l'échange. Et là, on voit effectivement une discordance au sein du couple qui va être le point de tension en fait. Mais malheureusement, justement, on n'a pas accès aux lettres, plus de lettres de Chen Yuan pendant cette période, disons, de séduction, et ce qui nous empêche un peu de mieux comprendre les interactions entre eux. Mais on voit effectivement, il y a une humora publique qui n'est pas fait que de substances politiques. Il y a aussi toute une tradition de comment des comportements attendus en fait de la part d'un couple. C'est-à-dire que il n'y a pas une culture de dating très très développée, et ce qui fait que les interactions entre hommes et femmes étaient souvent perçues comme problématiques. On a beaucoup de ça pendant la première période de leur relation. Donc le fait que déjà en fait on n'est pas censé avoir plusieurs relations amoureuses même successivement. Donc le fait que Ching Shen était déjà en couple avec quelqu'un, alors on ne sait pas comment est venu ce couple. Est-ce que ça a été imposé par des parents? On ne sait pas en fait. Et le fait qu'il était déjà en couple, ça pose problème pour sa future épouse, parce qu'il n'a plus confiance à quelqu'un qui a déjà été en couple avec quelqu'un. On a même une phrase très explicite de la part d'une camarade, de leur camarade, qui disait que moi, je ne me marierai pas ou je ne sortirai pas avec quelqu'un qui est déjà en couple. On peut être tombé amoureux, on peut tomber amoureux qu'une seule fois dans sa vie, etc. Donc il y avait vraiment ces questions de la fidélité à vie qu'on imagine un peu ancestrale. Enfin, en tout cas, c'était pas quelque chose de nouveau et qui est là très présent encore dans la correspondance, malgré disons, modernité de la définition du couple. Donc, avec la famille aussi, on va voir ça peut-être ailleurs, mais les interactions avec les membres de la famille aussi, c'était quelque chose qui a été assez surprenant. Par exemple, la correspondance, dès le début de la relation, la correspondance a commencé non seulement au sein du couple, mais déjà entre le futur, disons, beau-frère et la sœur. Donc, Ching Shen, l'homme, il va commencer à s'écrire à des sœurs de Chen Yuan. Ça, tout début de la relation. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant de nos yeux. Il y a dans ce que tu viens de décrire, Tao, il y a une certaine part de romantisme, et on voit que le couple est à la fois quelque chose qui est très pensé stratégiquement, en termes de il faut avoir le bon profil politique, et en même temps il y a cette idée de l'amour et de grandes déclarations aussi qui rattachent plus ça à une conception romantique. Tu mentionnais aussi l'aspect traditionnel du mariage par entremetteuse, et le fait que une partie de ce travail revient au parti. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a aussi un point de tension nouveau qu'on voit émerger dans les rapports de couple à travers la menace du divorce qui revient à plusieurs reprises. C'est pas seulement la forme que le mariage prend qui est nouvelle, mais aussi la possibilité de défaire le mariage d'une certaine manière et éventuellement avec certaines conséquences. Et au sein de ce couple qui très vite va se disputer, à avoir des difficultés à se réconcilier, ce poids du divorce potentiel est quelque chose qu'on voit apparaître à de nombreuses reprises. Dans la première période, les lettres de Ching Shen mettent en avant énormément de sentiments, mais on est aussi dans cette période de séduction, donc ça pose la question de quels sont les codes qui sont utilisés, comment est-ce qu'on se rencontre, comment on passe du temps ensemble, et quels sont les référentiels communs
quels sont les écrits communs? On le voit dans les périodes postérieures. On voit énormément d'écrits qui sont étudiés vraiment très très finement, mais pas que. Il y a d'autres sources, d'autres référentiels culturels communs que ces écrits-là. Donc, avant que je réponds à cette question-là, il faut que je précise un petit peu les choix de corpus. Et surtout, donc, deux critères sont retenus pour circonscrire le corpus étudié pendant la période 1961 et 65. Donc c'est à la fin de la grande famine jusqu'à la veille de la révolution culturelle. Donc d'une part, l'élément d'une expression des sentiments amoureux dans les lettres, donc qui permet de les qualifier en, je dirais, lettres d'amour. Et puis d'autre part, la mention de films dans ces mêmes lettres. Donc, il y a en tout, parmi les 202 lettres échangées entre les deux protagonistes sur l'ensemble de leur correspondance à cette période, 169 répondent aux critères lettres d'amour. Et dans ce sous-corpus, 90 des 114 lettres de Qingsheng écrites à Zhen Yuan et 45 des 55 lettres de Zhen Yuan à Qingsheng abordent le thème de l'amour, donc qui occupe ainsi une place prépondérante dans leurs échanges. Alors, au sein du corpus de la période étudiée, 14 films mentionnés dans 16 lettres au thème de cinéma de manière à la fois allusive et puis ou alors explicite. Et qui repartit en 3 séquences. Donc la première période renvoie à la phase de courtisation du juin 1961 à début septembre 1962, avec 4 occurrences évoquées par Qingsheng. La deuxième correspond à la séparation du couple après leur mariage, durant laquelle Qingsheng pour participer à la campagne politique entre novembre 1963 à juillet 1965. Donc 8 occurrences sont évoquées, dont 4 dans chaque sens. Et la troisième est constituée de 4 lettres écrites par Zhen Cong, sœur aînée de Zhen Yuan, qui joue un rôle important en tant que médiatrice dans la relation amoureuse du jeune couple, prodiguant des conseils conjugaux en s'appuyant sur des références cinématographiques. Donc, par exemple, on peut montrer dans la première 5 lettres de Qingsheng, il a parlé une série de titres de films à Zhen Yuan, et je cite: comment qu'on se fait la cour en tant que jeune étudiante à la fac. Sachant que à l'époque, les étudiantes sont interdites précisément d'établir une relation amoureuse, et puis interdiction de se marier. Voilà, ça c'est des interdictions 100%. Et deuxième, c'est comme ils sont des étudiantes à la fac, ils n'habitent pas ensemble. Ils ont leur propre dortoir. Et aussi, ça c'est l'espace, on parle. Et troisième restreinte, on dit, aux contraintes, c'est le temps.
parce que le temps la plupart, c'est le temps collectif avec les camarades, la bande de camarades. Ou alors avec les camarades des amis, des filles. Filles restent avec filles, garçons restent avec garçons. Et à l'époque, le seul jour de repos, c'est la dimanche. Or, en influant ou influencé par ou inspiré par la notion proposée de Lénine, on dirait le dimanche, c'est le jour volontaire de travail, yi wu lao dong. Donc, presque, on n'a pas de jour de temps privé. Alors, le seul jour de repos, la dimanche, selon les chercheurs, pendant l'époque maoïste, c'est pour récupérer énergie du corps, pour encore bien retravailler dans la semaine. Donc, où on peut trouver le temps privé pour se nourrir un peu, je dirais, de détendre spirituellement, culturellement, de l'esprit. Donc voilà, 3 couches. Mais notre deux protagonistes, malgré toutes les contraintes, ils ont arrivé d'arranger, prendre des dates, des rendez-vous, en utilisant, on dirait, ou en arrangeant activités culturelles, notamment aller au cinéma, pour voir un film ensemble. Donc les premiers, d'abord aller pour voir un cinéma ensemble, c'est en dimanche. Ça c'est le seul jour d'établir leur relation intime, on dirait. Non seulement le jour-là, mais aussi l'espace de cinéma. C'est entièrement différent entre la projectionniste itinérant dans les rôles en l'air public, comme Yan Yuxiang il a dit, il y a jamais obscur, il y a toujours des lumières, il y a toujours des bruits, tout le monde se voit. C'est très clair si on fait quelque chose, mais on ne peut pas, on doit se cacher. Mais dans le cinéma, obscur, entière, rien. Par contre, on peut sentir l'odeur, on peut peut-être je sais pas, essayer de tentative, je sais pas. Et il y a des histoires orales de l'époque. Ils ont dit que à l'époque, on n'a pas de choix de prendre des dates, de faire le cours, soit au parc, soit on se promenait dans la rue. Mais le cinéma, c'est le meilleur endroit pour établir une relation bien. Non seulement l'endroit, mais inviter une fille d'aller voir un cinéma, c'est yomienzi. Parce que c'est un bon goût, c'est-à-dire tu as un bon goût, bien éduqué culturellement, mais aussi parce que le billet du cinéma est coûteux. Donc, garanti peut-être matériellement. Donc, c'est vraiment une qualité et qui peut, comme un atout, on dirait, essentiel pour gagner, pour établir, on commence une relation ensemble. Mais finalement, aussi, quand il parle dans notre groupe-là, dans notre couple-là, quand ils parlent de cinéma, c'est parce qu'ils ont un langage commun. Et les deux, ils ont quelque chose à dire à travers. Quand ils parlent du cinéma, du film, ils parlent, c'est les paroles d'affection entre mari et des femmes. Donc, je prends d'abord, on commence seulement un exemple. Je pense que c'est le 2e ou 3e lettre de Tim Shaw. Et il a situé
non, il a cité plusieurs films. Tout de suite, il a dit, nous avons, il a écrit en 19 juillet 1961, au tout début de leur relation amoureuse. Il a dit, nous avons vu tous ces bons films, le détachement féminin rouge, Hong Seng Yang Zijun, maintenir le drapeau rouge en vol, Hong Qipu, et Tachi et ses pères, Da Ji et ta de Fuqin. Ce samedi, le 22, nous allons voir La famille révolutionnaire, Geming Jiating. As-tu vu ce film? Donc ça c'est donc il a sorti tous les films que j'ai vus. Est-ce que tu as vu? Et il a en même temps il a arrangé ce samedi. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tu l'as déjà vu ce film? Mais allez ensemble. On voit au titre quel type de film de quel type de film il peut s'agir, mais est-ce que, enfin, de quand datent ces films, qu'est-ce qu'on y voit et surtout qu'est-ce que eux y voient? Est-ce qu'il y a aussi des films qui sont peut-être différents, dont ils ont des interprétations différentes dont ils peuvent parler? Donc tout à l'heure j'ai mentionné il y a 14 films et j'ai en effet fait un catégorie, quel thème ils ont mentionné. En fait, il y a 12 films au thème de l'amour. Enfin, on traitait de l'amour. Mais bien entendu, à l'époque là, on ne peut pas de représenter l'amour explicitement. Mais il y a 12 films quand même. La principale, c'est l'amour, la famille, la relation de la famille, tout ça. Et il n'y a que 2 films. C'est un film comédie, mais ironie, enfin, de tout ça. Et c'est très, très bien. Ouais, j'adore. Et l'autre film, c'est un film qui parle à la construction socialiste dans Honneur. Voilà, c'est tout. Mais aussi, parmi les 14 films, il y a non seulement des films chinois, mais aussi des films URSS, de Tchèque. Voilà, tout ça. Donc, ils sont... Et en plus, Qin Sheng et Zheng Yuan, au moins Qin Sheng, quand il a été envoyé à la campagne pour participer aux mouvements sociaux, il a invité parce que il est un cadre et il a invité par les cadres locaux en donnant les billets cadeaux, on dirait, et invité dans un cinéma. Et tout de suite, Qin Sheng, il a écrit « j'ai senti il y a une différence de l'équipe de Sonneur parce qu'il y a des doublages, c'est moins bon que dans le cinéma à Pékin, que les effets à Sonneur, c'est horrible. » Donc, à travers là, on peut constater, alors peut-être Qin Sheng, il est quand même, on dirait, certaines façons de cinéphile, on ne sait pas, et pro ou moins sensible la différence d'équipement de tout ça. Et j'ajoute la dernière phrase. Tous les films Qin Sheng, Qin Sheng et Zheng Yuan et Zheng Cong, Qin Sheng, Zheng Yuan, ils ont parlé, tous les films, ils sont condamnés en tant que contre-exemple pendant la révolution culturelle. Donc, tous ces films sont interdits de bannir de projeter au public pendant la révolution culturelle.
C'est très important tout ce que tu viens d'expliquer, Nings, et notamment le fait que ces films sont des films, oui, révolutionnaires, mais qui vont être des herbes vénéneuses pendant la révolution culturelle, parce que justement, peut-être qu'ils traitent des questions de famille, d'amour, de relations au parti, relations conjugales, d'une façon jugée non appropriée pendant la révolution culturelle. Néanmoins, tu évoquais 12 films sur 14 parlent d'amour, et donc on comprend bien qu'ils décrivent une certaine forme d'engagement amoureux, qui est un engagement amoureux pour la vie, qui est un engagement amoureux unique. Et du coup, cela interroge un tout petit peu la façon dont Zhen Yuan, donc on l'aura compris, je crois maintenant, Zhen Yuan, c'est la femme et Ting Sheng, c'est l'époux, la façon dont Zhen Yuan va vivre l'engagement de Ting Sheng pour elle. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est, nous avons évoqué tout à l'heure des doutes de Zhen Yuan concernant l'engagement de Ting Sheng à son égard, puisqu'il a déjà eu une première relation désavouée par le parti, et donc il a rompu. Et cette première expérience, le fait qu'il ait eu cette expérience va jeter certains doutes chez Zhen Yuan, dont elle ne va jamais se départir. Et dans quelle mesure, Sheima, tu penses que ça joue un rôle? Dans quelle mesure, toi et Fiorella, vous pensez que ces premiers doutes ont joué un rôle dans l'interprétation de la gifle et dans le sentiment que Ting Sheng peut être fidèle à ses promesses? Oui, donc cet enjeu de comment se faire confiance et quels sont les moyens de se faire confiance traverse tous les échanges. Et quand on parle de ce sujet-là, il faut parler d'un grand moment de rupture. Donc c'est le 4 juillet 1963, alors qu'ils sont mariés depuis 1 an. Une violente dispute au cours de laquelle Ting Sheng gifle et violente Zhen Yuan éclate en présence de la famille de celui-ci. Et en fait, cette dispute, comme l'analyse Fiorella Bourgeois, mon binôme, occupe une place importante dans l'échange épistolaire jusqu'à l'été 1966. Donc lorsqu'éclate la révolution culturelle et que le rythme de la correspondance commence à ralentir. Et les récits du déroulement de la dispute sont cependant plutôt rares et n'interviennent que dans quelques lettres que Zhen Yuan adresse à Ting Sheng. Et là encore, la scène de la dispute est décrite de façon fragmentaire. Donc en fait, en tant que chercheurs, on a tous recomposé des fragments chacun. Et c'est un épisode qui a été très important et qui se retrouve dans beaucoup de nos articles, dans plusieurs de nos articles. Et donc, et là, par exemple, dans les lettres de Zhen Yuan, entre 63 et 66, les actes sont... Donc, il y a vraiment cet enjeu de comment qualifier ces actes-là, comment mettre des mots dessus, comment les raconter aussi, comment les établir comme faits, parce que Ting Sheng dit qu'il regrette lui avoir porté cette gifle, mais Zhen Yuan ne le croit pas. Et donc, les actes de Ting Sheng sont requalifiés en erreur, la gifle est désignée par l'expression frapper, les paroles échangées sont rassemblées derrière le terme de insulter. Donc il y a vraiment tout ce travail sur les mots et comment parler de ce qui a été fait. Et cette offense remet en question les fondements du lien et à nouveau crée un énorme tourmente tout ce qui a pu être construit jusque-là et ce sur quoi on peut se baser pour faire confiance à l'autre. Dans une lettre du 20 avril 1964, c'est ainsi pour juste illustrer un peu la façon dont cet épisode affecte profondément. Bien sûr, c'est pas seulement un épisode et je pense que Tao pourra ajouter du contexte à tout ça. Mais dans cette lettre, Zhen Yuan écrit « Je t'aimais beaucoup, je pensais que tu étais bon et honnête. Quand tu m'as dit au départ que tu espérais que je t'aiderais à rectifier tes points faibles concernant l'aspect humain, je pensais que tu étais sincère. Je ne crois pas que tu aies un mauvais fond, mais je doute de cette chose qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Bien que j'ai accepté de vivre avec toi, je peux te garantir que jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais éternellement, parce que je ne peux pas te le dire. Y a-t-il de l'amour dans la réciprocité ? Au moins, il y a quelque chose qui ressemble à de l'amour. Tu es bon envers moi, mais je te traite également comme il faut. » Voilà, un des grands enjeux des lettres est de retrouver quelles peuvent être les conditions morales du pardon et de la confiance. Et cet enjeu de pardonner traverse toute la correspondance.
Oui, comme vient de l'évoquer Shaima, cet épisode de la gifle est crucial pour comprendre l'évolution de ce couple. Pour donner un peu quelques éléments de contexte, effectivement, ça se situe à un moment de bascule de cette relation. Donc, on passe. Donc, la date vient d'être évoquée, le 4 juillet 1964. C'est un an après leur mariage et aussi un mois après la naissance de l'enfant, de leur premier enfant. Et à ce moment-là, les parents de Ching Shen sont venus aider, prêter main forte au couple. Donc ils cohabitaient avec le couple et cette gifle est donnée par Ching Shen à Chen Yuan devant ses propres parents. Donc on voit ici cet épisode, comment il cristallise vraiment les tensions au sein de ce nouveau foyer, ce jeune foyer. C'est qu'il y a plusieurs choses en jeu ici. Donc d'abord, la gifle a été donnée par l'homme à la femme et il a été également accompagné d'une phrase prononcée par le mari qui est donc qui menace sa femme de la répudier. Alors, donc c'est un mot chargé de symbolisme. Donc, évidemment, le mot répudier, dans le contexte chinois comme dans plein d'autres contextes, est un privilège de l'homme. Et c'était la seule forme de divorce autorisée en donc le fait donc, tout à l'heure on a évoqué comment ce couple socialiste il était censé incarner une nouvelle forme d'égalité, d'égalitarisme au sein du couple, et que en fait le fait de prononcer ces phrases devant ses propres parents de cette manière violente d'asseoir son autorité au sein du foyer et remettait effectivement en cause c'est incongruence entre comportement et parole. Et donc ça, c'est... Voilà, donc c'était déjà... au niveau du couple, ça se joue, il y avait une tension entre le... voilà que Ching Shen s'est comporté de la sorte. Mais la présence des parents était aussi importante parce que pourquoi les parents étaient là, c'est pour s'occuper du nouveau né. Donc on retrouve dans la correspondance cette forme d'entraide familiale, puis spécifiquement la prise en charge de l'enfant par les grands-parents, qui est très présent encore aujourd'hui en Chine. Et on croyait c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, quand on pense à la période maoïste, souvent on pense à cette cantine partagée, à cette cuisine détruite, et qu'on ne pensait pas qu'en fait la présence de famille aussi importante. Dans cet épisode de la gifle, on voit que l'une et l'autre de ce couple ne partagent pas forcément la même vision, disons, du couple, et qu'on voit en fait que l'homme se réserve toujours le privilège disons, donner les leçons à sa femme, et que la femme est contrainte de se justifier, essayer d'affirmer son statut en tant que aussi capable que l'homme, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi déjà pendant la période d'études, puisque l'État aussi confère plus de tâches à l'homme, donc du coup la charge familiale est souvent dévolue à la femme. Or, comme elle travaille, elle ne peut pas forcément prendre en charge tous ces aspects-là. Et on voit que la femme elle est systématiquement un peu contrainte par ces deux choses, donc à la fois d'être performante au travail et puis aussi de s'occuper de l'enfant. Alors pour rebondir effectivement sur ce que disait Shaima sur la manière dont depuis l'épisode de la gifle, Chen Yuan est toujours en attente. Donc il y a à la fois le fait que Ting Shang ait déjà été en couple, puis l'épisode de la gifle. Chen Yuan est toujours en attente d'éléments qui puissent venir lui prouver la sincérité de
de Tingchen. Elle lui écrit en mars 1965 « Si tu es toujours comme avant, frivole, jouisseur, indifférent à l'amélioration de soi, je n'en serai pas responsable. » Et pour elle, il y a cette idée de rectitude en politique ou de tout qui commence par soi-même. Enfin, en tout cas, elle refuse... pour elle, refuser de remettre en question sa propre attitude, donc ce qu'elle attend de Tingchen, revient à rompre le lien de réciprocité dans le couple. Et donc il y a un peu un décalage de rhétorique, on va dire, dans l'expression de ses émotions, entre Tingchen qui répond à ça par des choses très pratiques, où il lui dit souvent « tu veux qu'on parle de sincérité, qu'on réfléchisse aux faits », une expression très maoïste en fait, qui à l'époque veut dire rechercher la réalité dans les faits, dans l'expérience, par l'expérimentation. Donc lui répond par un langage vraiment très orthodoxe au fait que lui dit qu'il n'y a pas de mensonge dans ses paroles, que l'attitude à l'égard des différents qu'il a ont été de ne pas réfléchir de la même manière aux faits, quand elle a une manière de lui exprimer ses émotions à travers à peu près le même langage, mais de manière très, très, très en tout cas en usant de ce langage de manière assez différente. Elle lui écrit une lettre où elle exprime ses griefs au printemps 64, où elle lui dit « J'aimerais également que tu m'aides et me guides, mais c'est une parole vide, j'ai de profonds griefs contre toi. Tu es bien plus fort que moi sur bien des aspects, tels que le niveau politique et idéologique, la compréhension de la lutte des classes, la capacité de travail, etc. Mais pour bien vivre ensemble, il va falloir bien travailler et étudier l'un pour l'autre. » Et donc là, elle remet en avant ce lien de réciprocité, de dire que c'est un travail qui doit se faire ensemble. Voilà. Et donc, pour elle, dans la manière de réintroduire de cette réciprocité, il y a vraiment cette transversalité de la sincérité et d'une porosité, en tout cas, entre les qualités individuelles et politiques, entre les différentes sphères, qu'elles soient idéologiques et intimes. Il y a quelqu'un de sincère, donc voilà. Et donc, il y a aussi un dernier terme qu'ils utilisent beaucoup, qui est celui de Xiaoyang, qui est un peu de la réforme. Et donc, pour elle, il y a l'idée que se réformer par la capacité, en tout cas, à montrer qu'on peut travailler sur soi, reflète aussi la manière dont on peut prendre soin des autres, et notamment dans son couple. Et donc elle finit aussi par une lettre assez dramatique. Enfin, il y a quand même tout un usage du drame dans les lettres de Zhen Yuan, en disant le dommage que tu as causé sur moi est trop grand, et dans tout cela, je ne sais qui je dois haïr. Dans cette vie, je ne pourrai plus jamais améliorer ma pensée, ni réparer les blessures profondes de mon âme, et par conséquent, je n'ai finalement plus aucun moyen de progresser. Et donc la manière dont elle enjoint toujours à Tingchen à travailler sur lui, à travailler sur soi, et à son incapacité de elle travailler sur soi, enfin c'est sa manière de reprocher en tout cas à Tingchen l'impossibilité de pouvoir faire couple à travers la rupture de réciprocité qu'il a fait par la gifle et par son passé frivole qu'elle peut. Donc voilà, il y a une dimension très morale en fait, mais à la fois qui, par ce langage-là, est juste pour elle l'impression d'être seule dans ce couple. Je ne sais pas si on va finir vraiment cet épisode tout de suite, mais dans ce que vient d'évoquer à elle justement, je pense que ces tensions-là ne peuvent pas être très bien saisi si on ne replace pas les interactions du couple avec la famille. Parce que là, cette lettre que tu viens de citer, je crois, c'est celle où Tingchen a signé l'anniversaire de la gifle, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est une lettre qui intervient à un moment où Zhen Yuan où la mère de Tingchen a envoyé une lettre accusant le fait que Zhen Yuan a placé l'enfant dans le Hunan. En fait, la mère de Tingchen a appris cette nouvelle, était très mécontente. Du coup, a envoyé une lettre en mettant en copie la lettre de Zhen Yuan à la voisine du couple à Pékin. Et donc là, Zhen Yuan était déjà accablée par le travail, le fait que Tingchen est parti en mission. Elle se trouve avec un enfant de très jeune, de quelques mois.
et doit aussi avancer dans le travail. Donc du coup, elle a pris la décision de mettre l'enfant dans le Hunan. Et quand elle est revenue à Pékin et découvre que sa belle-mère a dévoilé sa lettre à sa voisine qui, pour rappel, était composée uniquement des collègues de Qingshen, parce que les logements étant... c'est leurs collègues, en fait, les logements étaient étant attribués par l'unité de travail. Ils sont entourés de collègues. Donc c'est quelque chose de très humiliant pour la femme. Voilà. Donc avec l'épisode La Gifle aussi, qui était aussi très humiliant, parce qu'on est dans une résidence assez... Enfin, voilà. Donc ça se sait, quoi, de ce genre de dispute familiale. Peut-être pour clôturer, c'est très important ce que tu dis, Trao, dans qu'est-ce qu'on s'exprime de l'amour ou de la haine, ou avec ce vocabulaire... avec ce vocabulaire-là, il y a quand même le fait que John Yuan accable Qingshen de ne pas savoir rectifier sa pensée, de choses très, très formelles sur son incapacité à travailler, à étudier, etc., etc. Mais pour effectivement parler d'injustices très concrètes, qui sont des injustices de genre très fortes, du fait, exactement ce que tu disais, qu'elle se retrouve à la fois à avoir des injonctions multiples d'être mère, d'être bonne épouse, d'être bonne révolutionnaire, alors même qu'elle-même n'est pas cadre du parti, et donc de devenir cadre du parti. Donc il y a effectivement tout un ensemble d'injustices très pratiques qui nous ont nous-mêmes d'ailleurs un tout petit peu indignés pendant la lecture des textes, et qu'elle exprime par ce qu'elle peut reprocher aussi, ta pensée n'est pas correcte, etc.